après sa mort. C'est-à-dire qu'on a un drôle de génocide qui a été préparé après la mort de celui qui l'a préparé. Il y a quelque chose d'incongru dans cette histoire. On l'a imposé comme ça et ça permet de justifier ce qui se passe en RDC. Parce qu'aujourd'hui, regardez même le rapport Macron. Moi, je reviens dans mon livre, j'essaie de comprendre pourquoi, dans le cas du rapport Macron, on ne parle pas de génocide. Les experts de l'ONU disent qu'on laisse la responsabilité à un tribunal. Très bien, c'est vrai que c'est un tribunal qui doit statuer sur le génocide. Mais dans le cas du Rwanda, on n'a pas attendu la création du tribunal pénal international pour le Rwanda pour statuer qu'il y avait un génocide contre les Tutsis. C'est un génocide que le tribunal a eu du mal à trouver, a eu du mal à trouver la planification. J'entends. Et d'ailleurs, le monsieur qui a été, dont la sélection a été refusée, c'est Macron, c'est le frère de Maman Agathe, ce qu'on appelle le CZ, c'est ça. Ils ont refusé leur qu'il était. Alors, ce mépris à l'égard des vies rwandaises, et notamment et tout, c'est le même mépris qu'on manifeste à l'égard des Congolais. Mais dans le cas du Congo, je dois ajouter un élément important, c'est que, d'une certaine manière, nous portons une part de responsabilité dans cette histoire. Parce que le rapport à l'histoire concerne d'abord le Congo. C'était au Congo d'imposer la narration qu'il voulait imposer de l'histoire, bien entendu en s'appuyant sur des faits attestés. On ne l'a pas fait. Quand les gens sont allés négocier à Sun City, ils ont négocié pour le poste, on a oublié qu'il y avait un enjeu, qu'il y avait eu des morts qui avaient été perpétrées. Même l'infiltration dont on parle aujourd'hui, on rejette la responsabilité sur Joseph Kabila, mais laissez-moi vous dire que la responsabilité, elle est collective. Parce que c'est dans l'accord de Sun City qu'on a accepté de créer une armée avec des gens qui étaient issus des groupes fabriqués et contrôlés par le Rwanda et l'Ouganda. Et on en paye le prix aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle de la reconnaissance du génocide. Pour moi, c'est très bien, dans le cas de la RDC. Encore faut-il être rigoureux. Un génocide économique, comme l'a dit Yana, ça me paraît un peu bizarre. Mais on peut prouver qu'il y a un génocide du Congo. On peut le prouver. Et de toute façon, de mon point de vue, l'enjeu n'est pas de dire que de faire une compétition victimaire, on n'en a pas besoin. C'est un piège tomber là-dedans, de faire une compétition victimaire. Les Congolais doivent écrire leur propre histoire. Ils doivent la défendre partout où ils sont. C'est ce qu'a fait Kagame avec son réseau de blancs menteurs. Oui, vous posez la question de savoir pourquoi la France est devenue ce qu'elle est par rapport dans le dossier du Rwanda. Lisez Malheur vaincu. Moi, je suis revenu sur essayer de comprendre pourquoi est-ce que la France fait ça. Ça a commencé avec Sarkozy, et puis Emmanuel Macron a repris le flambeau. Sous François Hollande, il y avait des problèmes. Je me rappelle une fois, j'avais discuté, j'étais chez Pierre Péan, et il m'expliquait, il me disait, mais François Hollande lui avait confié qu'il était au courant du dossier, qu'il se méfiait un peu de Kagame. Mais Macron s'est rapproché du Rwanda parce que Macron n'a pas de profondeur historique, sa conscience historique est très problématique. Et en plus, Macron a été conseillé par Sarkozy dans le dossier du Rwanda, mais pas seulement. Il y a aussi les frères, le père et les Michel, Louis Michel et son fils. Et ça, c'est une source française qui l'a confié. Et j'explique longuement dans le livre comment Macron s'est rapproché du Rwanda, toute la mécanique qui a été mise en place, qui passait par la falsification de l'histoire de cette région. C'est-à-dire que les Français sont allés jusqu'à s'accuser de responsabilité ou de co-responsabilité dans le génocide pour plaire à Kagame. C'est quand même extraordinaire. Alors, vous pensez que ces Français-là vont défendre les intérêts du Congo dans des discussions qui impliquent le Rwanda, pays déstabilisateur de la RDC depuis ces années? La réponse est non. Quand Tshisekedi est venu ici l'année dernière, j'avais des discussions avec des Français. Et quelqu'un de très haut placé m'avait dit, le président Macron a dit au président Tshisekedi qu'il n'y aura pas de sanctions contre le Rwanda. Donc, il le savait. On a joué la partition parce que pour le président Tshisekedi, le plus important, c'est la préservation de son pouvoir, pas la défense des intérêts de la RDC. Et aujourd'hui, on parle de commémoration, on parle de reconnaissance du génocide. En même temps, le président Tshisekedi a tendu la main à Kagame. Si les deux arrivent à s'entendre, que se passera-t-il alors dans le dossier de justice ou de réparation? Parce qu'on a pensé à ça. Si aujourd'hui on parle de victimes, c'est parce que il y a une rupture, il y a eu en tout cas un coup de froid entre Kagame et Tshisekedi faisant de la récupération politique utilise la question des victimes. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, sur la question du génocide, il y a une responsabilité congolaise aussi qui est engagée et qui est très importante. Je ne veux même pas revenir sur l'époque Kabila parce que la compromission de Joseph Kabila se passe de tout commentaire.
Mais quelle est la part de responsabilité de la RDC dans cet espace aujourd'hui, tant sur le plan mémoriel que sur le plan politique et géopolitique, et même économique, avec les accords auxquels Caroline a fait allusion. Il y a une responsabilité congolaise. Maintenant, si on doit analyser globalement la situation par rapport à la thématique euh, de ce jour, la chose que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre que les gens de Kigali sont animés d'un esprit conquérant. Ils veulent dominer les Bantous et tous ceux qui s'apparentent aux Bantous. Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. Dans le livre de Charles Ozano, Le Poste au Congo, il cite un diplomate dont il était le nom. Je connais ce diplomate parce que je connais l'histoire. C'est un diplomate occidental. Il dit, et qui m'a aussi expliqué la même chose, quand il était au Rwanda, il est allé voir un jour un conseiller du président Kagame dans son bureau. 95, Kagame vient de prendre le pouvoir. Et pendant les discussions, quand il rentre dans son bureau, il voit la carte de l'Afrique. La carte de l'Afrique. Il y a le Rwanda, notre pays, et puis ils ont mis comment on appelle ça? Des pins dessus. Rwanda, RDC, Burundi, Ouganda, jusqu'à l'Afrique de l'Est. Le diplomate en question, et c'est le diplomate qui l'explique. On a discuté avec Charles. Il dit, mais ça veut dire quoi, toutes ces pins-là sur la carte? Et le conseiller de Kagame le répond, tous ceux que vous voyez là, ce sont des pays où se trouvent des gens qui sont comme nous. Et nous allons travailler à réunir tous ces gens-là autour de nous. Et le diplomate essaie d'ironiser en disant, mais c'est une blague, c'est comme si nous, les Français, à l'époque de Napoléon, on essayait de conquérir les autres pays africains. Et ça, c'est le diplomate qui me raconte. Il dit, le conseil de Kagame se retournait là, regarder droit dans les yeux, et le regard qu'il avait l'a tellement inquiété qu'il a dit, mais cette histoire est très sérieuse. Et quand il a vu la première guerre du Congo, lui, il n'avait pas compris. Après la deuxième guerre du Congo, le diplomate en question a compris ce qui se passait. Il s'est souvenu de la discussion qu'il a eue avec les responsables rwandais, so proches de Kagame. Et donc, je tais le nom parce qu'on risque d'identifier la personne. Et il n'y a pas que ça. Le conseiller de Jacques-Roger Boubou, qui était le représentant spécial des pensées spéciales, le représentant spécial des Nations Unies au Rwanda, Jacques-Roger Boubou avait un conseiller camerounais. Il avait un conseiller camerounais qui a écrit un livre sur le génocide. Guijol. Ouais. Il dit dans son livre, cette histoire de conquête régionale, il ne parle pas du tout. Il a entendu, il ne le croyait pas. Et quand il a vu la guerre au Rwanda, puis en RDC, et on oublie un pays qui a été déstabilisé, où on a tué des Hutus en masse, le Burundi. Parce que si vous ne regardez pas, si on ne jette pas un regard sur le rétroviseur de l'histoire de ce qui s'est passé au Burundi, on ne comprend pas ce qui est arrivé au Rwanda si mal. Parce qu'au Burundi, il y a des élections démocratiques. Un Hutu, le président Milton Danaï, gagne les élections démocratiquement. Il décide quand même, malgré sa victoire, de travailler avec les Tutsis. Qu'est-ce qui arrive? Il se fait tuer par des membres de l'armée Tutsi. Non seulement il est tué de manière atroce, et beaucoup de Hutus burundais sont obligés de fuir parce que l'armée se met à tuer des gens burundais. Et donc les Rwandais qui sont en négociation à Arusha voient ça. Ils voient, mais qu'est-ce qui se passe? Là-bas, ils ont fait des élections démocratiques. Un Hutu est élu, il est ouvert à travailler avec tout le monde, il se fait assassiner par l'armée Tutsi du Burundi. Et qui est en contact avec le FPR, cette armée. Le FPR qui est en contact avec l'Ouganda, le grand frère Yoweri Museveni. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit. Et donc, quand on tue au Burundi, on massacre au Burundi, la guerre civile commence là-bas, les Rwandais voient ça, les Hutus, surtout, regardent tout ce qui se passe, ils sont horrifiés parce que d'abord, quand Kagame avance au nord du Rwanda, il massacre systématiquement, il ne laisse pas de traces. Et j'essaie d'expliquer un peu dans mon livre comment sa stratégie pour dissimuler ses crimes. Et donc les Hutus comprennent ce qui se passe au Burundi et craignent pour leur vie. Donc pour comprendre la mécanique, les tueurs au Rwanda, il faut garder à l'esprit ce qui s'est passé au Burundi. C'est très important. Et les Hutus se disent quoi? Ils se disent, mais en fait, ces gens veulent réinstaller le système féodal dans le temps qui faisait de Hutus un sous-homme. Les sous-hommes. Les Hutus étaient considérés comme des sous-hommes. Et d'ailleurs, il y a une citation que je reprends, qui est celle d'un officier canadien de la mission des Nations Unies au Rwanda,
qui dit exactement ceci. Il dit les tueries qu'on a observées ne peuvent être compris que si on regarde l'histoire passée du Rwanda, une histoire dans laquelle les Hutus étaient considérés comme des citoyens de ce pays, et quand ils ont vu le FR apparaître dans le décor, beaucoup d'entre eux ont dit si ce n'est pas, si ce n'est pas nous, si c'est pas nous,